Bonjour à tous, alors nous vous proposons dans cette vidéo de faire une courte analyse du phénomène de la désindustrialisation, notamment en France, et en tentant de montrer que derrière la désindustrialisation se cache en réalité un ensemble de choix qui se révèlent être profondément politiques. Le propos qui va suivre est basé sur un très bon article, rédigé par notre camarade des JRCF Damien. Je vous invite à aller le consulter sur notre site si vous souhaitez obtenir davantage d'informations, tout est dans la description. Débutons tout de suite notre analyse en précisant que la réalité de la désindustrialisation en France est indéniable. Et car on ne peut pas mettre un terme à ce phénomène sans s'attaquer aux causes qui l'ont fait naître, nous devons analyser le contexte géopolitique dans lequel il s'inscrit, c'est-à-dire, en premier lieu, le capitalisme, mais aussi notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Les analystes mainstream, afin de trouver des excuses au capitalisme, prétendent que la désindustrialisation serait un phénomène multifactoriel. Cela n'est pas faux en soi, mais bien souvent, ce raisonnement a pour objectif de démontrer que toute tentative d'explication serait simpliste par essence, et que le problème de la désindustrialisation serait trop complexe pour être analysé dans sa totalité. Nous refusons un tel raisonnement, car il s'agit d'une injonction sophistique qui possède deux fonctions au service d'intérêts réactionnaires. La première de ces fonctions, c'est plonger tous les progressistes dans l'impuissance radicale devant la dite fin de l'histoire. La désindustrialisation serait en ce sens une chose qui va de soi et face à laquelle on ne pourrait pas faire grand-chose. La seconde fonction de ce postulat, c'est de servir d'œillet intellectuel, permettant ainsi à la classe dirigeante de ne pas avoir à éviter de pointer du doigt la source des problèmes qui font souffrir les travailleurs français, c'est-à-dire l'Union européenne des multinationales et des banques. Essayons malgré tout de comprendre pourquoi les causes de la désindustrialisation, qu'elles soient exogènes, c'est-à-dire dues à des facteurs géopolitiques extranationaux, ou endogènes, c'est-à-dire dues à notre propre classe dirigeante, forment un tout, et que nos dirigeants nationaux, à des fins d'accommodement de classe, se sont alignés tels des vassaux aux intérêts de la haute bourgeoisie financière euro-atlantiste, condamnant ainsi le peuple travailleur à la précarité et au chômage. Commençons par quelques petits rappels historiques. Si la désindustrialisation prend en France des proportions réellement importantes dans les années 80, elle débute cependant déjà une décennie auparavant. C'est le moment où la logique de plan surplombant le marché est abandonnée par les derniers gaullistes qui étaient attachés à la régulation, comme par exemple Michel Debré, qui était un des rares réfractaires à la libéralisation et qui s'opposa à l'ouverture des marchés en 1965. Alors qu'à cette époque les milieux intellectuels sont démarxisés, la haute fonction publique giscardienne aligne ses mesures macroéconomiques sur les intérêts américains et leurs privilèges exorbitants. En effet, la réserve fédérale des États-Unis avait cette possibilité totalement illégitime et destructrice d'imprimer des dollars, sans que ces unités monétaires ne soient nécessairement corrélées à des réserves en or. La servitude volontaire aux Américains dont ont fait preuve les hauts fonctionnaires de l'ère Giscard et Pompidou fut telle qu'ils ont initié la grande traîtrise que commettront nos élus. Ces hauts fonctionnaires commenceront à affecter notre souveraineté monétaire et à attaquer le circuit du trésor, issu du Conseil national de la résistance. En 1973, seront votées des lois de plafonnement, limitant les avances à taux quasi nuls entre l'État et la Banque de France. Après la chute du mur de Berlin, le marché du travail français, dans le cadre de la mondialisation néolibérale, se tertiarise, et c'est ainsi que les marchés du marketing ont proliféré. Dès lors, la part des emplois industriels dans la population active est passée de 24% en 1980 à seulement 16% en 1990. Une des causes de la désindustrialisation se trouve être l'endettement des entreprises. La généralisation de l'endettement trouve sa source durant la financiarisation de l'économie mondiale de l'ère Thatcher et Reagan. En France, cette généralisation de l'endettement est le résultat d'une succession de lois de dérégulation financière portées par la gauche réformiste et par la droite patronale entre le début des années 80 et le début des années 2000. La première étape fut l'œuvre de l'européiste convaincu Jacques Delors, dont la loi bancaire de déréglementation, entrée en vigueur en 1984, instaure le modèle dit de la banque universelle, ainsi que l'émergence de la spéculation parasitaire. En 1986, cette gauche, convertie au laisser-fairisme, impose de manière antidémocratique l'acte unique européen et le traité de la Communauté économique européenne, qui stipule que le marché intérieur est, je cite, un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. C'est d'ailleurs durant la même année que Bérégovoy légifère une loi portant son nom, ce qui lui vaudra d'être surnommé le maître de la rigueur. Cette loi constitue un arsenal de déréglementation financière qui marque le début d'une politique de désinflation compétitive, ce qui, en termes purement marxistes, s'appelle le maintien de l'armée industrielle de réserve à son expansion optimale, visant à assurer pour la classe dirigeante à ce que les mouvements généraux du salaire soient toujours en défaveur du prolétariat. La directive Delors-Lamy de 1988, qui prévoit la libéralisation pleine et entière des marchés de capitaux, permettra de préparer le terrain du traité de Maastricht. Effectif en 1992, ce traité capitaliste interdit alors à tout État membre de l'Union européenne ou à tout pays tiers de restreindre les mouvements de capitaux. La classe dirigeante a désormais la possibilité de délocaliser la part du capital constant
là où la force de travail est la moins chère, afin d'optimiser l'extorsion de la plus-value. Cette liberté des mouvements de capitaux est aujourd'hui inscrite dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, à l'article 63. La légalisation européenne du dumping social a mené à la destruction de 1 400 000 emplois industriels en France, des années 80 jusqu'à la fin des années 2000. La perpétuation du vice fait qu'on décompte aujourd'hui plus de 500 000 emplois industriels détruits depuis une décennie. On comprend facilement que le fait d'arrimer le franc au Deutschmark était un choix purement politique. Mitterrand a volontairement condamné l'industrie française à l'ordolibéralisme germanique, paupérisant ainsi les travailleurs français. La classe dirigeante passe souvent aux aveux dans ses mémoires. Delors précise lui-même que la dérégulation des marchés de capitaux était une des conditions préalables à l'établissement de la monnaie unique dont il fut l'un des pères. Il affirme ainsi que, je cite, « L'expérience prouve qu'un environnement concurrentiel, s'imposant à tous sur les mêmes bases, est la meilleure garantie d'une industrie forte et compétitive. » Il ajoute que cette politique de concurrence libre et non faussée n'est possible qu'avec le concept d'ajustement structurel, processus par lequel l'industrie s'adapte de façon permanente aux signaux émis par le marché. Vous l'aurez compris, pour s'assurer que la grande main invisible d'Alan Smith soit caressée dans le sens du poil, les européistes parlent de ce concept d'ajustement structurel. Pour savoir qui ont été les grands perdants de cette idéologie, voyons ce que l'OCDE a à nous dire. Les réformes structurelles doivent d'abord être au désavantage des chômeurs, car ces derniers sont, je cite, « moins susceptibles que les employeurs ou les salariés en place de constituer une majorité capable de bloquer la réforme, étant moins nombreux et souvent moins organisés. » Toutes les théories libérales qui sous-tendent structurellement l'Union européenne du libre-échange, les multinationales et les banques, visent à une chose commune, l'optimisation des profits de la classe dirigeante au détriment de la classe ouvrière. Insistons bien sur le fait qu'une bourgeoisie capitaliste nationale reste une bourgeoisie capitaliste, et que l'empêcher de délocaliser ses moyens de production ne retire en rien la propriété lucrative qu'elle détient sur les outils de travail. Or, il est impossible de prétendre qu'une politique de réindustrialisation nationale puisse être instaurée sans affirmer un réel Frexit progressiste. Et si le grand bourgeois Alain Minck affirme lui-même que le traité de Maastricht agit comme une assurance vie contre le retour à l'expérience socialiste pure et dure, alors croyons-le sur parole et émancipons les classes populaires du joug capitaliste maastrichtien qui nous place sous la dictature du capital et des marchés financiers.